à tous, bienvenue sur TV Amiens. Nous sommes au Carlton, car dans un instant, Délivrez-nous se met à table, aux tables du pouvoir, en compagnie de Jean-Marc Albert, qui évoque dans son ouvrage les relations entre la gastronomie et le pouvoir, de l'Antiquité grecque à nos jours. Jean-Marc Albert, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui au Carlton pour évoquer votre ouvrage paru chez Armand Collin, Aux tables du pouvoir, des banquets grecs à l'Élysée. Vous écrivez en préambule que la table constitue l'un des plus subtils et des plus efficaces outils politiques. En quoi ? D'abord parce que la table reflète nos comportements sociaux et nos comportements politiques. Et ce que j'ai voulu montrer dans l'ouvrage, c'est que depuis l'époque grecque jusqu'à nos jours, on retrouve les mêmes éléments politiques. Domination, ostentation, c'est-à-dire démonstration du pouvoir, exclusion ou intégration et hiérarchisation. C'est-à-dire que la table, à travers ces 4 éléments, est un formidable prisme à travers lequel on peut lire des rapports de force politique, et ça depuis les banquets grecs jusqu'au dîner de l'Élysée actuel. Voilà, alors l'espace où s'organise le repas a considérablement évolué au fil du temps. Vous partez donc des banquets grecs où les convives sont allongés, il n'y a pas de salle à manger du tout à proprement parler. Comment ça se passait à ce moment-là ? Là, le simple fait d'être allongé, ça donne un signe politique. Ça ne s'est pas fait aussi rapidement que ça s'est fait d'ailleurs dans certaines régions en cohabitant avec la position assise et couchée. Tout simplement parce que la position assise, c'est un critère de hiérarchisation. Ça permet de donner une place d'honneur à la personne la plus importante à table. La position allongée, elle est nivelante. Ça veut dire que là, à partir de ce moment-là, vous êtes tous tous les convives sont dans une démarche égalitaire. Si bien que le passage du coucher à l'assis, par exemple, à l'époque médiévale, c'est aussi un signe politique. C'est le retour à une certaine forme de hiérarchisation à table. Pouvez-vous nous parler de la place des femmes lors de ces repas du pouvoir ou de la non-place des femmes et de leur évolution au cours des siècles ? Là aussi, clairement, la place des femmes à table, c'est un moyen de signifier leur intégration dans la sphère politique. Chez les Grecs, les femmes ne sont pas citoyennes. Il est donc globalement hors de question qu'elles soient à table. Alors il y a débat. Est-ce qu'il y a eu des repas de femmes qui ont eu une portée politique ? La plupart des historiens pensent que non. Parce que souvent les femmes, quand elles étaient là, elles l'étaient d'abord parce qu'elles étaient mères ou épouses de citoyens, et pas femmes citoyennes. Par ricochet. Voilà. Parce qu'elles sont dans l'ordre de la transmission de la citoyenneté. En général, les femmes sont absentes des repas politiques jusque dans la deuxième moitié du Moyen-Âge, c'est-à-dire jusqu'au bas Moyen-Âge, où on les voit apparaître très rarement dans les grands festins politiques, et elles apparaissent par intermittence, progressivement reléguées au bout des tables quand elles sont invitées. Et puis ensuite, on va commencer l'alternance homme-femme, mais ça va prendre énormément de temps. Oui, c'est très long. Vous expliquez que le devoir d'hospitalité est lié à la table depuis l'Antiquité. Dans cet esprit, Saint Louis reconstituait la scène avec 13 indigents. Est-ce que vous pensez que cette hospitalité constitue toujours une valeur dans la France d'aujourd'hui ? On pourrait prendre, puisque si on reste dans le domaine politique, il y a l'exemple de Valéry Giscard d'Estaing là, qui me vient à l'esprit, qui a essayé de reconstituer ça, c'est-à-dire cette notion d'accueil de l'autre, du plus pauvre. Saint-Louis avait ses pauvres, on pourrait presque dire Giscard avait ses éboueurs. Lorsqu'il organise le petit déjeuner de l'Élysée, il y avait un peu de ça. Ça lui a été reproché, ça fait partie de ce que j'appelle les bourdes médiatiques en matière gastronomique, puisqu'on lui a reproché justement une certaine forme de néocolonialisme, puisqu'ils étaient d'origine malienne. Mais cette tradition, elle s'est étiolée. Je ne pense pas que Nicolas Sarkozy ne fait pas l'accueil aux pauvres dans les dîners de l'Élysée. Mais c'est resté très longtemps. L'idée même, au-delà de l'accueil du pauvre, c'est aussi la logique du don et du contre-don. Je t'offre l'hospitalité parce que je sais qu'un jour ou l'autre, quelqu'un de ta famille, toi-même, ou un descendant, m'offrira lui aussi, ou offrira à mes descendants, une place à table. Donc, à travers l'hospitalité, ce n'est pas seulement la générosité qui s'inscrit dans le discours, c'est aussi une relation. C'est-à-dire là, on s'inscrit dans un réseau de sociabilité qui se constitue par la table. Au XVIIIe, l'image du roi nourricier est mise à mal par le peuple affamé. Est-ce que vous pensez que cet état de choses participe à la désacralisation de la personne royale et puis aussi à la révolution qui est toute proche ? Clairement. L'une des définitions du pouvoir royal repose sur la fonction nourricière du roi. Le roi est bon parce que le roi nous nourrit. Ça fait partie de l'imaginaire collectif. C'est un imaginaire qui, en effet, se trouve galvaudé sous Louis XV. Il y a ce qu'on appelle le fameux complot de famine. On est persuadé que le roi affame le peuple. Et puis, cette tradition du roi qui affame, on va la trouver jusqu'à la Révolution française.
la phrase de Marie-Antoinette qu'il mangeait la brioche, ça s'inscrit dans cette logique. Phrase qu'elle n'a pas prononcée. Ça correspond à une mythologie assez classique qu'on retrouve dans d'autres pays, de l'Inde à l'Angleterre. Ce thème est absolument fréquent. Juste pour préciser, c'est que Louis XVI, à mon avis, ça c'est mon interprétation, garde encore cette fonction nourricière. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi les femmes sont allées le chercher le 5 et le 6 octobre 1789, en se disant, le roi, en partant de Versailles, en venant à Paris, va nous préserver de la famine. C'est-à-dire, le roi revient à Paris, donc le pain revient à Paris. Il y a une espèce de réflexe. Voilà, c'est-à-dire que même si la fonction nourricière sous Louis XV avait été galvaudée, elle persiste dans la définition du pouvoir. Absolument. Vous expliquez qu'à la Révolution s'accélèrent les ouvertures de restaurants, à Paris notamment. Pourquoi ce phénomène ? Eh bien, ça, c'est vraiment la question de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que les grandes familles nobiliaires avaient en général de grands maîtres d'hôtel, de grands maîtres queues, et la Révolution a fait fuir la plupart de ces nobles, ou les a fait disparaître physiquement, mais il a fallu se recaser. Et donc, on a décidé à ce moment-là, enfin, les cuisiniers se sont reconvertis dans l'usage des restaurants. La restauration, c'est un phénomène qui émerge au XVIIIe siècle, autour du Palais Royal, café et restaurant, d'ailleurs dont la frontière est assez floue. On servit, là aussi sans doute, de foyers, d'idées, de bouillonnement d'idées pour les révolutionnaires. Au XIXe siècle, vous dites que la bourgeoisie s'approprie des règles de bienséance qui jusque-là étaient réservées à l'aristocratie. En même temps, elle crée ses propres codes qui sont liés à son mode de vie, puisqu'elle travaille. Alors qu'est-ce qui change à table à ce moment-là ? Alors, la bourgeoisie, en fait, imite la noblesse, dans un premier temps. Il y a ce réflexe d'appropriation des valeurs nobiliaires. Et d'ailleurs, par contre-coup, la noblesse, elle, va chercher des outils de distinction de la bourgeoisie, notamment dans le dressage du corps à table, dans le comportement à table, dans l'art de la conversation. Si bien, ce qui va changer, c'est, pour la table en elle-même, c'est que le discours de la bourgeoisie se veut un discours utilitaire à table. Fini les flonflons, on veut une cuisine efficace, mais qui garde le prestige de la noblesse. Oui, essayer de trouver c'est là aussi à l'origine du service à la russe, c'est-à-dire du service plus court, entrée, plat, dessert. Et puis, c'est également le service qui permet à tout le monde de manger la même chose et de manger chaud. Sur le plan du vocabulaire, vous rappelez dans cet ouvrage l'origine de certains mots, par exemple le mot parasite. D'où vient-il ? Parasite, ça vient de l'époque grecque, paraseitos, c'est-à-dire des personnes qui ont le privilège de s'asseoir au banquet qui était donné dans certains bâtiments publics des cités grecques avec les magistrats. Et puis, c'est devenu petit à petit des acteurs, toujours à l'époque grecque, acteurs, chanteurs, musiciens, qui avaient le droit de venir gratuitement, entre guillemets, assister au repas, mais qui, en contrepartie, devaient égayer le repas par leur chant, par leur musique ou par leur jeu. Bon, et ben voilà, on a gardé l'idée de celui qui s'invite à table, qui profite. Qui profite. Voilà. Absolument. Il y a des étymologies qui surprennent parfois. C'est le cas du mot beuverie. Beuverie, c'est de l'époque médiévale, c'est-à-dire, enfin, c'est l'époque médiévale. On pourrait, le symposium grec, c'est boire ensemble, c'est déjà l'origine du mot beuverie. Ça, c'est tout à fait intéressant, c'est le haut Moyen-Âge. Juste pour prendre un exemple, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature anglaise avec l'usage de l'hydromel. L'hydromel, c'est une boisson éminemment politique. C'est-à-dire que le goût lui-même donne une coloration politique, puisque au goût extrêmement doux, extrêmement sucré, qui finalement correspond à un don du souverain pour ses fidèles, enfin pour ses sujets, pour ses princes, va répondre la fin de la boisson lorsqu'on arrive dans la lie, le goût amer cette fois, et cette alternance goût, où on va dire, ce goût doux-amer, ça renvoie l'idée du plaisir du moment à la dureté du lendemain. C'est-à-dire le cadeau du moment qui renvoie au devoir de celui qui a reçu la boisson le lendemain. À travers l'hydromel, à travers sa simple consommation, on a là une définition de la relation féodo-vassalique. Alors que Louis XV a tendance à faire disparaître les dîners très fastueux, les grands couverts, vous expliquez que Napoléon Ier, empereur, y revient. De même, vous parlez de François Mitterrand qui, en 82, organise un G7 dans la Galerie des Glaces du château de Versailles. Est-ce que le repas n'est pas une façon pour un chef d'État de s'inscrire dans une lignée historique et puis de légitimer son action ?
que François Mitterrand avait vite compris qu'il fallait légitimer un pouvoir, lorsqu'il a pris le pouvoir dès 1981, aux yeux des opinions internationales, sachant que même la présence de ministres communistes dans son gouvernement pouvait inquiéter, l'opinion. Et donc il y a cette volonté de rassurer, de montrer les fastes de la France. D'ailleurs, il a fait Versailles, il a fait le Louvre, oui, pour oui, le deuxième, deux symboles, les deux G7 dans les deux anciennes demeures royales, très par excellence. Donc là, il y a sans doute une ironie de l'histoire de la part d'un homme qui ne manquait pas justement de jouer sur ces subtilités-là. Et puis de s'inscrire, je crois qu'il avait, lui, compris que la table était en effet un outil de pouvoir et de définition du pouvoir. Contrairement, par exemple, puisqu'on est parti de Louis XV, là, Louis XV qui a mis en place ses soupers des petits appartements, qui rompait avec la tradition du grand couvert. Louis XVI et Marie-Antoinette, qui détestaient copieusement le grand couvert, à tel point que Marie-Antoinette refusait de retirer ses gants, montrant son ennui profond à table. François Mitterrand, lui, renoue peut-être, comme l'a fait Napoléon, avec cette idée que la table est d'abord un outil de démonstration du pouvoir. Et de diplomatie. Absolument. Quand Talleyrand disait à Napoléon qu'il avait davantage besoin de casseroles que de canons pour convaincre les princes étrangers. On retrouve là le cœur même du lien entre table et politique. Absolument. Le toast que l'on porte à table est un geste politique incontournable dans les dîners, mais il puise ses origines très loin. Parlez-nous de son apparition. Alors, le toast, c'est à l'origine la toastée, c'est-à-dire ce qu'on retrouvait dans les repas médiévaux, où on partage en fait une coupe de vin dans lequel on a mis un morceau de pain, et il faut boire et manger ce morceau de pain au fur et à mesure. Donc, une forme de communion, on le voit, l'alliance du pain et du vin d'ailleurs, communion ici politique autour du prince. Et puis le mot d'ailleurs est parti en Angleterre, il est devenu tout de suite désuet en France, il nous est revenu sous la forme toast telle qu'on la connaît aujourd'hui au XVIIIe siècle. C'est avant tout communier ou faire ce qu'on appelle la cohésion autour du prince. La table, c'est aussi ça, c'est pas seulement un outil de hiérarchisation, c'est un outil qui crée la communauté des hommes. On a oublié cette habitude en France qui était celle de lire les toasts intégralement dans le journal officiel. Les toasts qui étaient prononcés à l'Élysée étaient reproduits. On a pu garder ceux du 19e et du début du 20e siècle. Ça permet de mesurer la chaleur des relations entre le pays invitant et le pays invité. Effectivement. À l'époque médiévale, le prince avait des goûteurs pour éviter d'être empoisonné. Et nous voici aujourd'hui avec des politiques qui n'hésitent pas devant les caméras à goûter des plats qui sont controversés ou pour rassurer sur une filière en danger par exemple. C'est vraiment un signe de l'évolution des temps et du rôle du politique ? Ah bah complètement. C'est-à-dire que là, je trouve qu'on est passé du goûteur monarchique au goûteur démocratique. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, c'est un homme du peuple qui doit protéger la santé du puissant et qui goûte pour lui. Lorsque Dominique de Villepin goûte du poulet devant les caméras télé au moment de la grippe aviaire, lorsque le ministre de l'Agriculture mange du bœuf au moment de la crise de la vache folle, mais on a le phénomène inverse. C'est l'homme puissant qui devient le goûteur pour assurer cette fois la sécurité du peuple. Absolument. Le dîner officiel doit être théoriquement le lieu de l'expression de la diplomatie, mais il arrive qu'il y ait des gaffes et des incidents qui se produisent. Est-ce que vous avez quelques exemples ? D'abord, heureusement qu'il y a des gaffes, ça prouve que le service qui pourtant est, on dit souvent c'est de la pesanteur à l'Élysée, mais tout n'est pas parfait. Oui, il y a des bourdes rigolotes. Avoir servi au général de Gaulle, après son attentat contre sa personne du petit Clamart, lui servir des petits pois à la Clamart, c'est pas forcément le mieux venu. Pas délicat. Servir du bar comme poisson à l'ancien Premier ministre Raymond Barre, c'était pas non plus très bien vu. A fortiori grillé. Voilà, exactement. On a comme ça toute une série de goûts qu'il faut aussi éviter pour ne pas incommoder la puissance invitante. Puis il y a les questions religieuses. Absolument, qui sont plus compliquées à gérer aujourd'hui. Lorsqu'un souverain d'un pays musulman refuse d'avoir, ne serait-ce que de la présence de l'alcool sur la table. La vision de la bouteille. Ce qui est arrivé dans l'affaire j'en parle du ministère des Finances à Bercy, ça posait un rude problème. Il y a des pays qui élaguent ça très bien. Les Japonais, par exemple, ont transformé ça en thé. Ah oui, très bien. Donc là, évidemment, voilà. Mais les règles sont claires, parce qu'il y a eu, évidemment, interrogation du protocole, et on a dit, les règles sont partout les mêmes dans le monde. C'est la puissance invitante
qui détermine les règles de l'hospitalité. Les règles à respecter, voilà. Et l'invité s'y soumet. Mais bon, ça n'est pas sans heurts quelquefois, oui. Effectivement. Vous parlez de Ségolène Royal qui refuse d'être filmée ou photographiée en train de manger. Est-ce que dans un pays comme la France, ce n'est pas une stratégie de communication un peu risquée? C'est catastrophique, même si je la comprends. C'est-à-dire que oui, parce que il n'y a rien de plus laid que d'être pris en photo avec une boule dans la joue. Et quand on est une femme, c'est encore plus disgracieux. Voilà. Sauf que malheureusement, en France, il y a encore une fois, et c'est aussi l'intérêt de ce livre, un attachement irrationnel ou rationnel, peu importe, à la cuisine. Et ça, que ce soit vis-à-vis du vin, je pense. Nicolas Sarkozy qui dit qu'il n'aime pas boire du vin devant les caméras TF1, dans un pays comme la France, avec son vieux fond latin, allez, on va oser le mot, un peu machiste, un peu viril, c'est-à-dire celui qui boit, c'est celui qui est capable de tenir, donc de tenir le pouvoir, inconsciemment, c'est ça. Oui, c'est une erreur. C'est une catastrophe. Bon, voilà, ça c'est ce que j'appelle aussi les erreurs médiatiques en termes d'alimentation. Je crois que pour faire un bon homme politique, je ne sais pas s'il faut bien manger, mais en tout cas, il faut le faire croire. Oui, voilà. Absolument, c'est dans la nuance. Alors justement, en parlant de Nicolas Sarkozy, le soir de son élection, le 7 mai 2007, il a cette réaction d'aller se réfugier avec un cercle d'intimes au Fouquet's à Paris avant de se présenter au peuple. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il a sous-estimé l'image qu'il véhiculait à ce moment-là? En tout cas, les médias l'ont pas raté sur cette affaire-là. Je la trouve, oui, assez emblématique. C'est-à-dire que, contrairement au président de la République qui, une fois élu, se donne tout entier à son public, pour reprendre une formule Louis XIVienne, Nicolas Sarkozy est passé par le prisme du groupe d'amis, du groupe des proches, des fidèles, comme par hasard dans le restaurant, dans le Fouquet, sous Maxime, sous la Tour d'Argent, je crois que c'était à peu près la même pareil, chose. Mais ce sont des la symboles symbolique quand même. était forte. Et je pense que c'est ça, c'était peut-être sous-estimer l'impact que cela pouvait avoir dans l'opinion. Un hebdomadaire demandait même s'il ne fallait pas dissoudre la bande du Fouquet 2 ans après. Oui, donc c'est dire que l'affaire avait marqué. Et je crois que c'est peut-être comme ça aussi qu'on peut lire la rupture qu'il a voulu provoquer une fois élu. C'est que le premier repas qu'il a organisé avec des étudiants, alors qu'avant il y avait plutôt le jeu de les inviter à l'Élysée pour les éblouir, les inviter dans un bistrot chez Christian Constant à Paris, justement peut-être pour rompre avec cette image qui lui avait fait lui a collé quand même à la peau, mal au début de son quinquennat. Ces dernières années ont éclaté de nombreuses polémiques autour des frais de bouche ou bien du coût de certaines réceptions officielles. On a l'impression qu'aujourd'hui, le politique français il est pris en tenaille entre l'impératif de promouvoir la gastronomie française et sa prospérité et en même temps le risque de se voir attaquer parce qu'il dilapide l'argent du contribuable. Alors comment trouver l'équilibre ? D'abord, c'est un phénomène qui est ancien. C'est le même problème des comptes de la cour sous Louis XVI à la veille de la Révolution. Et à partir du moment où l'opinion a connaissance du coût de ces repas, et dont on imagine très bien aussi qu'ils doivent servir le faste, que ce soit à l'époque de la monarchie ou de la République aujourd'hui, je crois que les puissances étrangères prendraient très mal le fait d'être très mal reçues. D'être reçu dans un fast-food. Voilà. Micro-scandale avec la Finlande il y a un mois dont l'ambassade s'est plainte auprès de l'Élysée d'un repas jugé un peu trop court, parce qu'on les aurait considérés peut-être comme une puissance secondaire, fait qu'il y a quand même obligation de bien recevoir. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Quand on sait les sommes dépensées pour le G8 qui est censé résoudre la crise, je crois aussi qu'il faut que les hommes politiques prennent conscience que tout ce qui est lié à la nourriture, parce que, encore une fois, on a un lien fort, irrationnel, il y a un déterminisme culturel très fort dans notre lien à la nourriture, doit être pris par les communicants, on les appelle comme ça, avec beaucoup de sérieux. Après, oui, je crois qu'ils font tous des efforts pour essayer d'économiser dans ce domaine, parfois avec plus ou moins de bonheur. Oui, plus ou moins d'habileté. Jean-Marc, vous êtes amiénois et vous évoquez aussi dans cet ouvrage la première mesure de l'actuel conseil municipal après son élection en 2008, qui est de supprimer le champagne lors des réceptions à l'hôtel de ville. Et vous expliquez que c'est une mesure symbolique, mais vous la trouvez discutable en quoi ? C'est discutable parce que je crois que ça fait peser sur les plus modestes d'entre nous le poids d'une mesure qui me paraît démagogique et inutile sur le plan financier. Ils ne sont pas les seuls à le faire. C'est une mode assez récurrente dès qu'une majorité prend une mairie vers une vérification des comptes. Et c'est intéressant, c'est que systématiquement, symboliquement, ce sont toujours les frais de bouche.
Un premier. On a eu le cas à Paris pour la succession de Jacques Chirac et de Jean Tibéri. On a eu la même chose à Amiens. Sauf qu'à Amiens, je crois que sur une ville comme Amiens, qui est quand même une ville importante, supprimer le champagne, les réceptions, je doute de l'incidence financière. En revanche, qui profitait de ce champagne dans la mairie? C'était souvent les gens modestes. C'est-à-dire les gens qui venaient pour des remises de médailles, qui venaient pour une fête des écoles, que sais-je. C'est-à-dire des gens qui n'avaient pas forcément l'occasion de le faire chez eux et pour qui c'est un moment festif. Alors que nos édiles, nos élus, en revanche, eux, ont tout loisir, s'ils le veulent, de compenser le remplacement du champagne par du cidre le soir et de profiter d'une coupe de champagne. Voilà. Il y a un paradoxe. Voilà, c'est ce que j'appelle, oui, de la mesure démagogique par excellence. Très bien. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci. Jean-Marc Albert, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien, d'avoir partagé ces tables du pouvoir avec nous. Des banquets grecs à l'Élysée, aux éditions Armand Collin. Une bonne occasion, à l'approche des fêtes, de se plonger dans l'histoire avec un grand âge de la gastronomie. Merci beaucoup. J'espère que comme moi, vous en aurez appris beaucoup en ce qui concerne les relations entre pouvoir et gastronomie. On passe maintenant à un tout autre sujet avec l'association Fil d'Ariane qui aide les non-voyants à surmonter les difficultés liées à leur handicap. On regarde les images signées Thibault Lavande. Nous avons créé le Fil d'Ariane il y a 26 ans. À Compiègne, nous avions un petit groupe de 3 personnes, un aveugle, un malvoyant et une voyante, pour venir en aide aux personnes aveugles et malvoyantes de Compiègne et puis éventuellement des alentours. Nous avons une bibliothèque sonore qui est un élément extrêmement important, très très apprécié des personnes qui perdent la vue, surtout celles qui perdent la vue tard. Nous avons en moyenne une cinquantaine de donneurs de voix. Des gens qui au départ viennent pour nous faire plaisir, mais qui se prennent au jeu et qui petit à petit deviennent des vrais comédiens. Alors le braille, c'est une solution de rechange, puisque quand on ne peut plus lire visuellement, il faut trouver un moyen de remplacement, puisque la lecture c'est un moyen de communication indispensable. Louis Braille, qui s'est crevé un œil avec un poinçon dans l'atelier de son père, qui était bourrelier, a finalement mis au point cet alphabet qui se compose de points en relief, et la lettre de base, c'est un emplacement où il y a 6 points possibles. Et partant de cette lettre extrêmement simple à réaliser, il a recréé un alphabet, la ponctuation, les majuscules, les chiffres romains, enfin finalement le braille à 6 points ou à 8 points remplit totalement les besoins de lecture et d'écriture des personnes aveugles. Le fait que dans notre association, beaucoup des responsables sont des personnes malvoyantes ou non-voyantes, ça apporte à ceux que nous rencontrons, qui sont en difficulté, une véracité, puisque nous avons, nous, vécu ces mêmes moments difficiles et nous avons trouvé des solutions. Notre priorité, c'est de nous faire connaître, des gens d'Amiens. Et il y a aussi 2 autres associations de personnes aveugles sur Amiens. Je crois que c'est l'intérêt à nous tous de nous connaître et de nous rencontrer et de travailler en très bonne entente et en collaboration. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci beaucoup au Carlton pour son accueil. On se retrouve très prochainement sur TV Amiens pour un nouveau Délivrez-nous.